Bien bonjour, je vais vous montrer dans ce tuto comment utiliser l'outil en ligne EasyEDA pour effectuer une carte électronique, donc un routage, et donc plus communément appelé donc PCB, donc une carte comportant des composants électroniques. On va faire uniquement une carte simple phase, donc les cartes double face, vous pourrez prendre modèle sur d'autres tutos, sous d'autres logiciels par exemple, sur Altium Designer. Je vais beaucoup m'appuyer sur l'expérience qu'on peut avoir d'Altium Designer qui est disponible à Polytech Paris-Saclay et dont certains tutos ont été également faits sur ma chaîne YouTube. Et donc on va essayer de voir surtout quelles sont les grandes similitudes. En tout cas, si vous connaissez l'outil Altium Designer, vous allez voir que vous allez vous adapter assez facilement à cet outil en ligne qui est une version un peu plus simplifiée parce qu'elle est en ligne. Et donc, on va essayer de retrouver un peu les grandes lignes de ce logiciel. Alors d'abord, sur la présentation du logiciel, on retrouve sur la partie gauche donc des onglets avec des raccourcis, notamment sur les librairies EElib, qui sont les librairies de composants usuels, et puis les librairies avec la loupe donc pour rechercher d'autres composants. On retrouve l'arborescence de notre projet. Ici, donc il y a trois projets d'ouvert. Donc on va faire le projet test EDA. Et donc tout comme dans les logiciels de CAO classiques, vous avez les différentes feuilles qui sont les différents fichiers qui sont rattachés à votre projet. Ici, donc on aura bien sûr une feuille de dessin, donc un schématique, et puis après on va rajouter un PCB qui va être en lien avec ce schématique. On retrouve des onglets en haut avec notamment ici donc un menu qui est Convert to PCB, donc ça veut dire qu'on va créer à partir de ce schématique un PCB. On peut en créer plusieurs à partir du même schématique d'ailleurs. Et puis on va pouvoir aussi faire un update PCB, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des modifications donc en cours de route depuis le schéma vers le PCB. Vous allez retrouver après d'autres outils qui peuvent être utilisés, notamment pour changer les empreintes des composants, pour faire de la simulation. BOM, BOM, c'est Bill of Materials, c'est la liste des matériels qu'il faut pour faire l'assemblage de votre carte. Donc ça, c'est utilisé dans des process d'assemblage. Et puis sur la partie droite, on retrouve des raccourcis pour faire tout ce qu'il faut sur le schéma, donc notamment placer des fils, donc des connexions, des potentiels, placer des bus, placer une masse, placer des alias de VCC, etc. Exactement comme on avait dans Altium Designer. Et puis, vous avez sur toute la partie droite une fenêtre qui va répertorier les propriétés de chacun des composants que vous positionnez sur votre feuille. Alors je pars de ce schéma qui a déjà été fait, donc qui a été fait en allant chercher sur la gauche des composants soit dans EElib, qui est une bibliothèque de composants usuels, donc très souvent des passifs, ou en allant chercher un composant particulier. Donc par exemple, dans cette fenêtre de recherche, si je tape TL081, eh bien il va me trouver tous les composants qu'il a dans sa bibliothèque de TL081. Vous voyez qu'il y en a trois, et donc après il suffit de les positionner sur la feuille. Ce schéma-là, il est composé d'un transistor qui est commandé par en entrée un connecteur de type BNC. Au niveau du drain, on a une résistance qui est reliée à un connecteur d'alimentation, par exemple plus 5 ou plus 10 ou plus 15. Et puis on a un connecteur de sortie, donc qui est également de type BNC. On a un condensateur de découplage que l'on devra placer au plus près de l'alimentation, ici, donc du connecteur. Voilà pour cette rapide présentation de la feuille de schématique. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de réaliser une carte électronique à partir de ces composants-là. Donc la première chose à faire, ça va être de créer le PCB. Donc on va aller convertir ce schématique dans un PCB. Il va nous donner un PCB avec une dimension par défaut. Donc on pourra changer à tout moment, qu'on pourra agrandir, rendre plus petit. On peut aussi supprimer le bord de carte rose ici et puis on le redessiner après, ça pose aucun problème. Il a positionné par défaut les composants en dehors du cadre rose qui est le bord de carte. Et puis, ce sera à vous de positionner les composants. Avant de positionner les composants, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est déjà d'enregistrer votre feuille de PCB. Vous pouvez la renommer si vous le voulez. Et puis, ça va être de gérer toutes les règles de routage. Donc ça, c'est une première chose à faire, c'est qu'on va régler les règles de routage, et après seulement, on va pouvoir déposer les composants, puis faire le routage lui-même. Alors, vous voyez que les menus ici, ils ont un petit peu changé.
vous avez sur la partie gauche toujours les mêmes, donc, puisque vous avez l'arborescence du projet qui doit être conservée avec une nouvelle feuille qui a été rajoutée, donc un nouveau fichier de type PCB. Et puis en haut, eh bien, vous retrouvez des menus un peu analogues à ceux de tout à l'heure, mais qui sont bien sûr adaptés à cette fois-ci le contexte de PCB. Notamment, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un mode 3D qu'on verra à la fin. On a la possibilité de faire du routage automatique, tout comme dans Altium Designer. Dans le menu outils, vous voyez que ça a complètement changé. Il y a Design Rule, ça va être pour régler les règles de routage. Vous allez pouvoir gérer les différentes couches de votre PCB. Copper Area Manager, ça c'est pour modifier ou répertorier tout ce qui est plan de masse notamment. 3D Model Manager, bon, c'est pour les modèles 3D des composants. Vous pouvez gérer le bord de carte, vous pourrez gérer notamment Panelize, c'est quand on vient mettre plusieurs cartes sur un même panneau. On retrouve bien sûr les Bill of Materials, donc ça c'est vraiment important dans la partie fabrication. Un onglet Gerber qui va nous permettre d'exporter dans un format qui est standard pour la production de cartes, donc qui s'appelle des fichiers Gerber. Et puis après vous avez tout ce qui est module lié à, enfin les paramètres liés à votre environnement. On retrouve des outils qui vont nous servir par la suite pour faire le routage, donc qui remplacent les outils de dessin du schématique. Notamment, on va retrouver les pistes, les pads, donc les trous avec une pastille donc, qui vont nous permettre notamment de faire des trous de fixation, des vias, donc ce sont des trous métallisés qui vont permettre de faire la communication entre deux couches différentes, un outil texte notamment, et puis ici en pointillé les polygones là, c'est le Copper Area, c'est pour positionner un plan, notamment les plans de masse. Vous retrouvez une petite fenêtre qui va vous donner les différentes couches disponibles au niveau de votre PCB. Donc notamment vous avez les couches de top et de bottom qui sont liées aux pistes électroniques, mais vous avez aussi toutes les couches qui sont liées à la sérigraphie, donc la jaune et la verte. Vous avez les couches liées à le dépôt de pâte, le dépôt de vernis, etc. Et puis vous retrouvez le board outline en rose, hein, qui est déjà positionné sur la feuille. Et puis à droite, vous retrouvez la fenêtre liée aux propriétés. Donc si je sélectionne un composant, je vais avoir toutes les propriétés du composant sur la droite. Donc première étape, ce qu'on vient faire, eh bien, c'est qu'on vient changer les règles de routage ou les vérifier, donc design rule. Et puis donc là, ces règles, elles sont assez simples. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez les modifier sans aucun problème. Donc par défaut, la largeur des pistes, c'est 20. Eh bien, nous, on va dire que, par exemple, la largeur des pistes, ça va être... pardon, c'est 10, donc la largeur des pistes, on va mettre 20. Le clearance, on va mettre un clearance de 20. Alors 20, c'est 20 000, hein, l'unité précisée en bas. Hein. En bas de la feuille, vous avez ici donc l'unité qui est utilisée. On va laisser les trous, que ce soit pour les vias ou pour les trous de perçage. Et puis vous pouvez même rajouter des contraintes sur la dimension. Voilà, donc ça c'est à vous après de voir tout ça. Vous pouvez aussi regarder tous les objets en fonction du bord de piste. Donc ça, on peut le rajouter. Ça peut être intéressant dans certains cas. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, la deuxième étape, c'est de placer les composants. Alors pour placer les composants, il y a des petites règles à savoir. D'abord, la première règle, c'est qu'en général, sauf indication contraire de cahier des charges, eh bien, les connecteurs se placent sur des bords de carte. Il est assez rare en effet d'avoir un connecteur qui est au centre. Ça peut arriver quand on fait des liaisons carte à carte, carte mère, carte fille par exemple, mais ce sont des cas qui sont quand même assez particuliers. Deuxième conseil, c'est qu'on vient placer les composants souvent dans l'ordre d'apparition des signaux. Si vous avez un premier composant qui est placé, donc qui est normalement relié à l'entrée, mais qui est placé à côté de la sortie, vous allez faire plein d'allers-retours entre les fils, entre l'entrée et ce composant-là, et donc vous allez rajouter des contraintes sur le routage, donc vous allez peut-être même dans certains cas rendre impossible votre routage de carte. Donc un mauvais placement des composants peut amener à une carte qui n'est pas routable. Donc ça peut être important. Donc il faut un peu de bon sens, il faut essayer de respecter quand même un peu le placement des composants comme vous feriez dans un câblage sur plaque LabDeck ou comme vous avez fait le schématique. C'est-à-dire qu'il y a quand même une suite logique dans les signaux, donc il faut quand même un peu les respecter. Alors pour la dimension de la carte, vous avez deux solutions. Soit vous placez les composants et puis vous essayez de rendre la carte la plus compacte possible. Donc ça, vous le faites quand vous n'avez pas de contraintes sur le cahier des charges. Deuxième solution, le cahier des charges impose une dimension de carte, éventuellement impose un fichier mécanique, donc comportant des dimensions.
À ce moment-là, eh bien, vous avez des contraintes imposées, donc vous devez placer les composants dans ces contraintes. Ici, on n'a pas de cahier des charges strict, donc du coup, on va d'abord placer les composants, et puis après, on essaiera de voir la taille de la carte. Alors pour placer les composants, on va commencer par le connecteur H1 qui est un connecteur d'alimentation, on va le mettre en haut. Ensuite l'entrée c'est IN, donc on va la mettre par exemple à gauche. Alors je laisse déborder le rectangle jaune parce que ce rectangle jaune en fait ne correspond pas à l'empreinte qui va être faite sur la partie cuivre, mais ça correspond à une information pour vérifier que le connecteur puisse bien être connecté avec un câble. Donc là il s'agit d'un connecteur BNC coudé, donc le câble devra arriver sur la gauche, donc c'est pour vérifier le sens et puis voir qu'on peut lui laisser de la place. Donc je le positionne à gauche, ensuite on a notre transistor, après on a notre résistance, et puis en dernier lieu on a notre connecteur de sortie. Et puis le condensateur de découplage, on en parlera tout à l'heure, on le place à côté de l'alimentation. Donc voilà, grosso modo j'ai positionné dans un ordre logique les différents composants. Euh, donc, euh, donc là normalement c'est à peu près bon pour tout ça. Après ce qu'on va essayer de faire, eh bien, c'est d'essayer d'optimiser le positionnement de ces composants, soit en faisant des rotations, soit en les intervertissant si on constate que ça ne va pas. Alors, mon signal, il rentre par l'entrée et il arrive sur le transistor. Avec le transistor, eh bien, il a une entrée qui est la grille qui est au milieu, puis il a le drain qui est à droite. Dans cette forme-là, ça va. Je peux également aussi le positionner donc, comme ceci. Ça, ce serait aussi une solution tout à fait acceptable. Hop, donc je vais le positionner de la sorte. Donc là, on devrait pouvoir faire un routage puisque vous voyez que le centre, donc qui est l'arrivée de mon connecteur, donc le centre de mon connecteur qui est l'entrée, arrive bien au milieu du composant. Donc je vais pouvoir le faire. Et puis après, j'ai les deux drains qui correspondent. Alors une remarque. Une remarque, c'est que vous voyez qu'il y a des fils bleus qui relient les connecteurs entre eux. Donc ces fils bleus, on les appelle les chevelus. Ce ne sont pas les pistes. C'est ce qui va devenir les pistes un peu plus tard. Mais ces chevelus, ils sont importants parce qu'ils vont vous donner une information sur quel est le potentiel identique le plus proche. Donc les chevelus, ils peuvent changer en fonction de la position. Typiquement, si je prends ce connecteur-là et que je mets vers la droite, bah, normalement les fils de masse vont changer. Donc pour certains, vous voyez que le transistor Q2, il va être relié non plus à l'entrée, mais il va être relié cette fois-ci au condensateur C2. Donc ça peut évoluer au cours de votre placement. Il cherche juste le logiciel à essayer de mettre le potentiel identique le plus proche. C'est aussi une information sur la rotation des composants. Des fois, en faisant une rotation de composants, on constate que les chevelus se croisent moins. Et moins ils se croisent, plus ce sera facile pour le routage. Donc voilà, ça sont des petites choses à savoir. Notamment ici, la résistance R1, ce serait peut-être plus intelligent de la mettre comme ceci, puisqu'on voit qu'il y a moins de croisements possibles. Voilà. Donc ça, ce sont des petites remarques que l'on fait au fur et à mesure. Et plus on a l'habitude de faire du routage, et plus on va vers ces solutions-là. Donc voilà, donc ça on peut le mettre comme ça. On peut également aussi la mettre de manière initiale, donc de manière linéaire là. Bon, on trouvera toujours moyen de contourner parce que le routage est relativement simple. Donc là ici je peux très bien mettre par exemple le connecteur dans ce sens-là. Comme ça fait une carte un peu plus compacte. Donc du coup on va pouvoir avoir une carte plus petite. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut définir le bord de carte. Donc, soit vous partez du bord de carte existant et puis vous modifiez les côtés. Deuxième solution, vous effacez ces bords et puis vous les refaites en sélectionnant Board Outline et en prenant l'outil piste, puisqu'en fait il s'agit d'une piste. Hein. L'outil piste, c'est ni plus ni moins qu'un dessin de trait. Donc, du coup, bah, vous pouvez très bien refaire sans aucun problème ce bord de carte. Ça, c'est assez facile. Voilà. Donc le bord de carte il est fait, les règles de routage sont faites et on a placé les composants. Donc ce qui va nous rester maintenant, eh bien, c'est de faire le routage. Donc pour faire les pistes, on a c'est un certain nombre de recommandations. D'abord pour les cartes électroniques analogiques, eh bien, il est préférable de commencer toujours par router les pistes des signaux les plus sensibles et puis de tous les signaux. Ensuite, on fait le routage des alimentations plus et moins et en dernier seulement on fait la masse. Ça, c'est important de terminer par la masse, parce que si vous commencez par la masse, comme elle est présente partout, vous allez rajouter dès le début des contraintes, alors que comme elle est présente partout, eh bien, vous allez pouvoir la connecter à la fin, même quand toutes les autres contraintes auront été positionnées.
Donc, on va commencer par ça. Donc, la première chose à bien faire, c'est d'essayer de vérifier, de ne pas oublier de vérifier qu'on est sur la bonne couche sur laquelle on est en train de faire le routage. Donc là, typiquement, par défaut, vous voyez que on travaille sur la couche de top et les composants sont situés sur le dessus. Donc, ça veut dire que les pistes vont être normalement en dessous. Donc, on va d'abord sélectionner le bottom layer et puis ensuite, on vient sélectionner l'outil de dessin des pistes. Je pars de l'entrée et puis j'arrive, hop, à mon composant transistor. Ensuite, je vais à ma résistance. Et puis, de cette résistance-là, il va falloir que je retrouve le signal de sortie. Donc, par exemple, je peux dire ici. Voilà. Alors, si je clique sur une piste, vous voyez que là, par défaut, il a fait des tailles de 10. Donc, si on veut augmenter la taille de ces pistes-là, eh bien, soit on les choisit une à une et puis on les augmente, ce qui est pénible, soit on fait un clic sur une piste, clic droit, Find Similar Object, et puis on va chercher toutes les pistes qui ont la même taille. Donc ça, c'est un outil qui vous permet de trouver des objets qui ont les mêmes caractéristiques. Donc ici, en bottom layer, je vais chercher toutes les pistes qui ont la même taille. Il me les a toutes sélectionnées, et à ce moment-là, dans les propriétés, eh bien, je viens changer la dimension, je passe à 20 000, et là, il va m'avoir augmenté normalement toutes mes tailles de pistes. Une fois que j'ai fait ces pistes d'alimentation, eh bien, qu'est-ce que je viens faire? Eh bien, je viens réaliser, pardon, ces pistes de signaux, je viens faire la piste d'alimentation, donc sur le connecteur H1 et puis sur le condensateur. Et une fois que j'ai fait ça, il me reste la masse. Donc la masse, on peut la faire passer au-dessus, ici. On arrive au connecteur, et puis on fait tout le tour du connecteur, puisque d'une part, on en a besoin pour aller en bas au transistor, et d'autre part, il est préférable de connecter toutes les pistes, de manière à ne pas avoir oublié, être sûr en tout cas de ne pas avoir oublié euh, de pistes mal routées. Donc ça, c'est la masse pour la partie gauche. Et puis, il reste la masse pour la partie droite. Là encore, on va connecter tout le connecteur BNC. Et voilà. Ah, j'en ai oublié un d'ailleurs. J'ai oublié le condensateur ici. Hop. Et voilà. Donc, là, les pistes sont réalisées. Ce qu'il va falloir faire dans l'étape d'après, ça va être un plan de masse. Donc, le plan de masse, il va nous servir à quoi? Il a deux utilités. Première utilité, c'est son rôle, ça va être de réaliser euh, une continuité du cuivre donc sur tout le plan. Alors en fait, quand on utilise des moyens de gravure comme nous, où on a des fraises qui viennent enlever le cuivre d'une plaque recouverte de cuivre, eh bien ça nous fait gagner du temps de laisser du cuivre quasiment partout, sauf pour isoler les pistes. Sinon, en fait, ça veut dire qu'il faudrait passer du temps à enlever 95% de cuivre. Et puis deuxième avantage, c'est que le plan de masse va vous permettre d'être meilleur face aux perturbations électromagnétiques. Donc ça, ce sont des petites choses à savoir, hein. Vous devez plus ou moins comprendre que les plans de masse, ça sert à... Enfin, c'est très pratiqué, hein, et donc on en place vraiment beaucoup. Bon, là, il y a juste une chose qui n'est pas très jolie, c'est cet angle droit. On n'est pas habitué en électronique à faire des angles droits, mais on peut, vous voyez, à tout moment d'ailleurs, reprendre le routage, je supprime une piste, du coup le chevelu réapparaît, et puis après on redessine la piste comme on souhaite. Bon, là c'est pas mieux parce qu'en fait j'ai fait un angle, un angle droit ailleurs, donc je vais recommencer. Hop, et voilà. Donc pour faire le plan de masse, eh bien on sélectionne ici l'outil polygone en pointillé, et puis on vient tracer le polygone donc sur lequel qui va délimiter en fait le plan de masse. Donc il vous demande par défaut quel potentiel on doit rattacher au plan. Alors vous voyez qu'il a mis la masse par défaut, mais on peut très bien rattacher à un autre potentiel. Donc dans certains cas, il est recommandé de rattacher le plan de masse à un potentiel le plus négatif. Donc ça arrive, ce sont des choses qu'on rencontre. Mais le cas le plus fréquent, c'est la masse. Donc du coup, on vient sélectionner les 4 angles de notre carte. On appuie sur échappe 2 fois, et puis il va réaliser ce plan de masse. Donc là, il a réalisé le plan de masse avec le clearance entre objets de cuivre qui sont définis dans les rules qu'on a remplis précédemment. Et donc là, normalement, votre carte, elle est quasiment terminée. Elle est quasiment terminée, on peut voir deux choses. Première chose, on peut aller regarder un peu les propriétés donc, du plan de masse. Donc vous allez dans les outils, et dans les outils, vous avez Copper Area Manager.
Et donc, il vous fait la liste de tous les plans qu'il a trouvés dans votre routage. Donc, notamment, ici, vous avez un plan de masse euh, qui, a, qui est en bottom, qui est rattaché à la masse, et qui a un clearance de 10. Donc, c'était le clearance de 10 par défaut, donc on va le changer, on va mettre 20 000, pardon. Et puis, euh, il va recalculer le plan de masse et il va changer normalement ce qui n'était pas 20 000. Alors là, 20 000, ça n'a pas changé l'isolement entre les pistes et le plan de masse, puisqu'on avait déjà mis 20 000 entre les pistes et puis les objets conducteurs, mais il a changé typiquement là ce qu'on appelle les freins thermiques. Donc c'est ce qui rattache une broche, donc un pad au plan. Avant d'aller un petit peu plus loin, il est conseillé de rajouter une information liée à votre carte sur la face de top ou de bottom. Donc ça, c'est une information de texte. Soit vous utilisez l'outil qui permet de faire de la sérigraphie, enfin la couche qui permet de faire de la sérigraphie, soit éventuellement, si c'est sur la face bottom, vous avez le droit de faire du texte sur le plan de masse. Oui, ce sera détouré automatiquement, mais il est préférable de, par défaut, utiliser les couches adaptées. Donc je vais prendre l'outil texte, et puis je vais pouvoir mettre n'importe quel texte, par exemple ici sur la couche de top. Et c'est important parce que quand vous faites des modifications de carte et que vous faites une deuxième version, eh bien non seulement on doit savoir à qui appartient la carte, donc vous mettez un nom, soit les noms de ceux qui travaillent sur la carte, soit donc un nom de projet, et puis après une version de carte, ça c'est important pour ces évolutions. Donc là ce sera projet démo, et ce sera la version 1.1, 1.0 pardon, par exemple. Et donc quand on fait ça, eh bien normalement on a quasiment fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit envoyée en fabrication. Si elle a besoin de trous pour mettre des supports de fixation, vous mettez des pads à des endroits bien choisis, donc souvent sur les bords de carte, mais là ça peut dépendre du système de fixation. Vous pouvez également voir votre carte en 3D. Donc la vue en 3D, elle peut être intéressante parce qu'elle va vous permettre de visualiser les connecteurs et les composants entre eux. Et de voir dans certains cas que, c'est surtout le cas pour les connecteurs, que quand on les met trop proches, eh bien on risque d'avoir un problème pour brancher les câbles. Donc ça c'est important. C'est pas juste pour faire joli, ça peut être bien de voir en fait ces cartes en 3D pour avoir une petite idée de est-ce que sous toutes ces formes, la carte elle va être facilement maniable, est-ce qu'on va pouvoir mettre le BNC dessus par exemple ou pas du tout. Donc c'est quand même un plus, de plus en plus maintenant on a des composants en 3D qui sont faits pour ça, donc essayez d'utiliser ces outils-là. Une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes, bah, normalement la carte elle est prête à être lancée en fabrication et puis après il n'y a plus que l'étape d'assemblage qui lorsque c'est traversant est de votre ressort et lorsque c'est CMS se fera automatiquement.